Il est ancien élève de l'école polytechnique, il est aussi directeur de recherche au CNRS. Je suis heureux d'accueillir un des plus grands sociologues français, Philippe Diribarne. Bonjour. Bonjour monsieur. Et vous présentez un nouvel ouvrage qui apparaît comme essentiel et qui fait du bruit puisqu'il est intitulé « Islamophobie, intoxication idéologique » chez Albin Michel. Alors même que le terme islamophobie s'est imposé comme une vérité officielle dans le décor français, vous affirmez calmement que ce concept d'islamophobie est un leurre, une intoxication, une imposture. Vous ne craignez pas de la doxa dominante, pas du tout. Je crois qu'il y a des situations où il faut quand même essayer de dire la vérité. Enfin, on parle actuellement beaucoup des fake news, etc. Et je crois que là, on a un exemple, disons, parfait de quelque chose qui s'est construit, pas du tout seulement en France, qui s'est construit, disons, dans le monde, dans lequel il y a eu en particulier... Il y a toute une offensive des États musulmans pour essayer d'imposer cette notion, en particulier via l'ONU. Ça a été beaucoup repris par le Conseil de l'Europe, également par l'Union européenne, en France par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, etc. Et donc, mais c'est ce qui se passe, si vous voulez, dans toutes les grandes offensives idéologiques. On a connu ça avec le communisme, on a connu ça avec le nazisme, etc., qui essaient d'imposer tout un discours dont... Au fond, la propriété n'est pas d'être vrai, mais la propriété est d'essayer d'introduire, au fond, une sorte de monde fictif dans lequel il y a des gentils, il y a des méchants, et donc dans lequel les gentils, en l'occurrence dans ce discours les musulmans, doivent s'unir pour résister aux méchants, en l'occurrence les occidentaux réputés transformer les musulmans en victimes. Alors ça, donc, c'est le discours. Et au fond, comme dans beaucoup de ce type de discours, dès qu'on commence à creuser, et qu'on se dit, au fond, qu'en est-il réellement des rapports entre l'Occident et le monde musulman, quel accueil l'Occident réserve au monde musulman, à la fois à l'islam, en ses diverses composantes, et aux divers musulmans, eh bien, on voit que ceci ne résiste pas à l'examen. C'est vrai que vous réfutez cette notion d'islamophobie dominante dans notre pays et vous dites dans le monde, mais pour vous, et là c'est important, il y a des faits que vous dites convergents qui permettent de rejeter cette accusation. Quels sont-ils ? Alors, donc, il y a énormément de travaux qui ont été faits pour essayer de cerner l'accueil que l'Occident réserve à l'islam et aux musulmans. Il y a une première série de travaux qui sont des enquêtes d'opinion. Qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Qu'est-ce que vous pensez du jeûne, du ramadan, du voile, et tout ce que vous voudrez. Il y a une deuxième série qui consiste à s'adresser aux musulmans qui vivent en Occident. Est-ce que vous êtes victime de discrimination un peu, beaucoup, combien de fois dans les 5 ans qui viennent, dans l'année qui viennent, au travail, dans la rue, etc. Et puis une troisième catégorie qui consiste à faire des testings dans lesquels on envoie des CV plus ou moins imaginaires ayant identiques, sauf que pour les uns, on a un prénom musulman et d'autres, on a un prénom chrétien, juif, etc. Et donc, on a vraiment une énorme collection, si vous voulez, de données d'enquête. Alors, que révèlent, si vous voulez, ces données d'enquête? Elles révèlent que, alors, disons, au fond, que le cœur du discours de l'islamophobie, c'est de dire les musulmans et l'islam sont rejetés en tant que tels, à la suite d'une sorte de réaction pavlovienne qui les rejette en masse sans vouloir connaître rien de la réalité de l'islam, cette grande religion, cette grande civilisation, disons, et du monde musulman. Donc, on présente les réactions de l'Occident comme vraiment comme un amalgame insupportable entre les divers musulmans, alors que toutes les données d'enquête montrent qu'on n'a absolument pas d'amalgame et que les réactions de l'Occident sont extrêmement nuancées à l'égard de la variété des manifestations de l'islam et de la variété des musulmans. Pour vous donner un exemple, il y a une enquête faite auprès de chefs d'entreprise. On les interroge sur toute une série de propriétés, disons, liées à l'islam. Alors, si on leur demande par exemple, est-ce que vous trouvez acceptable que quelqu'un refuse au sein d'une entreprise de serrer la main de quelqu'un de l'autre sexe? La réponse, très majoritairement, est négative. Mais si on leur demande, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un veuille faire des prières pendant qu'il est dans son entreprise?
La réponse est très majoritairement positive. Et de même, si on prend la population générale, suivant qu'on l'interroge sur les 5 piliers de l'islam, au fond, le jeûne, la prière, le pèlerinage, là-dessus, les réactions sont très, très majoritairement positives. Au fond, ceux sur lesquels il y a effectivement des réactions tout à fait négatives, c'est un ordre social, disons, inspiré par l'islam, qui refuse à la fois la liberté, en particulier la liberté de conscience. Vous savez, un musulman n'a pas le droit de se convertir à une autre religion. Et, dans les pays musulmans, il encourt, disons, un destin assez funeste. Une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, et qui refuse également l'égalité, puisque le statut des femmes, alors, dans de tas de domaines, aussi bien le témoignage, l'héritage, le mariage, etc., est tout à fait différent, disons, pour les hommes, des femmes tout à fait différent de celui des hommes. Alors, donc, la réaction, si vous voulez, de l'Occident est une réaction nuancée, donc qui fait attention aux diverses propriétés de l'islam, qui fait aussi tout à fait attention aux différences entre musulmans. Disons, dans les enquêtes dites de victimisation, la majorité des musulmans occidentaux déclarent qu'ils ne sont jamais victimes de discrimination, alors que d'autres disent qu'ils le sont tous les jours. Mais ce qui n'est pas étonnant, parce que les réactions, si vous voulez, des musulmans à l'égard du monde occidental sont extraordinairement diverses. Enfin, vous avez depuis toute une partie des musulmans qui n'ont qu'un désir, qui est d'être de bons citoyens des sociétés occidentales, de se conformer tout à fait aux mœurs des sociétés occidentales, qui ni dans leur pratique, ni dans leur tenue, etc., ne se distinguent des autres. Jusqu'à à une autre extrémité, ceux qui s'engagent dans le djihad, vont en Syrie, etc., avec absolument toute la gamme, tout un dégradé. Et donc, par rapport à tout ce dégradé, les Occidentaux réagissent très favorablement et traitant tout à fait comme les autres ceux qui sont bien intégrés, et évidemment beaucoup moins favorablement ceux qui n'aiment pas manifestement l'Occident. Votre point de vue, il est quand même contrebattu par toute une série d'études sur les discriminations, sur la perception de l'islam en France. Je pense aux études françaises, je pense à une étude de l'Union européenne qui conforte quand même cette perception de l'islamophobie. Et vous parliez d'un CV... ces études montrent qu'il est avéré qu'un CV provenant de Seine-Saint-Denis avec un prénom maghrébin a moins de chances qu'un CV qui arriverait de Saint-Louis de Gonzague ou de la Tour. Oui, alors justement, disons, j'ai beaucoup utilisé ces études. Disons, le bon tiers même du livre part de ces études. Et ce qui est frappant, c'est quand on rentre dans ces études, qu'on ne se contente pas de en reprendre paresseusement les conclusions, comme le font hélas souvent les médias, mais vraiment qu'on rentre dans les données, hein, les données de base, et qu'on regarde comment, et c'est en ce sens, je parle de manipulation, c'est vrai, comment les auteurs des études s'arrangent avec les données pour arriver à des conclusions qui sont, disons, assez contraires aux études. Alors, vous évoquez la question des CV. Une première étude particulièrement intéressante, c'est l'étude sur CV anonyme. Donc, il y a quelques années, vous savez, on s'est dit, le gouvernement s'est dit, pour éviter les discriminations vis-à-vis des jeunes venant de la Seine-Saint-Denis, etc., on va supprimer des CV, à la fois ce qu'on appelle le bloc d'identité, c'est-à-dire à la fois le nom, l'adresse, et à partir de ce moment-là, tout va s'arranger, et donc on va avoir une égalité de traitement. Et donc, quand même prudent, le gouvernement s'est dit, faisons une expérience. Et donc Pôle emploi a fait une expérience donc sur CV anonyme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le résultat a été absolument stupéfiant pour les auteurs de l'étude. C'est que le CV anonyme, non seulement n'a pas amélioré la situation des personnes que vous évoquez, venant du 9-3 avec des noms maghrébins, mais l'a détérioré. Alors, l'explication qu'ont donne les auteurs de l'étude, c'est que non seulement le fait d'afficher qu'on a un nom maghrébin et qu'on vient du 9-3, non seulement n'entraîne pas une discrimination, mais au contraire fait que quand les gens reçoivent des CV de ce type, se disent « Bon, mais si son CV, s'il a eu des périodes d'interruption, c'est pas grave, c'est parce que il a des problèmes, etc. Si il a fait pas mal de fautes d'orthographe, c'est pas grave non plus, c'est pas sa culture, etc. » Et donc, au contraire,
ces caractéristiques sont considérées comme des éléments, des excuses d'aspects négatifs du CV. Alors, l'autre, un autre CV dont on n'a pas le temps de parler en détail, c'est un CV extrêmement passionnant, donc qui a étudié très très en détail des comparaisons entre les réactions des employeurs, entre des personnes ayant des prénoms chrétiens, Michel ou Nathalie, des prénoms maghrébins ou des prénoms juifs, mais en ne se contentant pas des prénoms, mais en faisant varier toute une série de choses. En faisant varier, est-ce qu'ils ont milité dans des scouts laïques ou dans des scouts confessionnels? Est-ce que, par rapport à l'emploi qu'ils demandent, sont-ils normalement qualifiés ou sont-ils surqualifiés, etc. Et quel type d'emploi? Et là, on voit que, selon les cas de figure, on a effectivement des situations dans lesquelles on a de grandes différences entre le niveau de réponse aux demandeurs d'emploi et des situations où on n'a absolument aucune différence. Et on voit, disons, quand on rentre, si vous voulez, dans les questions, les réponses, le détail de tout ça, que la réaction des employeurs n'est pas du tout une réaction à l'égard de l'islam en tant que tel, mais est liée à deux questions que se posent les employeurs. L'une, c'est: est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas seulement musulman, mais un musulman, disons, offensif, qui va me faire des tas de problèmes, confère la fameuse situation de la crèche Babylou, premier point. Et donc, si par exemple il voit quelqu'un qui est engagé dans les scouts musulmans, il va plus se méfier que si quelqu'un qui est engagé dans les scouts laïques. S'il est engagé dans les scouts laïques, il dit, bon, je n'aurai pas de problème, tout va bien. Et la deuxième question, disons, qui se pose, là, qui n'est pas liée à l'islam, mais qui est liée à la culture maghrébine, qui est la réputation, en tout cas, mais qui paraît assez bien confortée par les études anthropologiques, d'un certain rapport à l'autorité liée à la culture maghrébine et en particulier à la difficulté d'accepter une autorité qui soit, par exemple, pour un homme, l'autorité d'une femme. Bon, ce sont des choses très très concrètes et pas de la discrimination anti-musulmane. Alors vous êtes quand même beaucoup plus loin dans votre analyse, puisque finalement vous dites que l'islamophobie, dans un premier temps, ça peut être une réaction de protection des musulmans, une création pour se protéger, mais vous allez au-delà en disant que loin d'être une création pour se protéger, c'est aussi une création pour agir, pour combattre, c'est donc une arme. Pour vous, cette image des musulmans subissant l'hostilité des sociétés occidentales islamophobes, c'est une arme. Il s'agit d'entretenir un ressentiment au lieu de favoriser finalement la concorde. Tout à fait. Et je dirais que c'est une arme double. Ce discours s'adresse pour une part aux musulmans, en leur disant, vous voyez, quoi que vous fassiez, ça sert à rien de vous essayer de vous intégrer. De toute façon, les Occidentaux ne vous aiment pas, ils vous aimeront jamais, ils vont toujours vous discriminer. Donc la seule chose que vous devez faire, rassemblez-vous avec vos frères pour construire une contre-société islamique qui est en train de se construire très largement dans toute une partie, disons, du territoire. Et l'autre destination, ce sont la population, disons, dite majoritaire, à qui on dit, mais si vous commencez à critiquer, si jamais vous critiquez l'islam, si jamais vous mettez des obstacles à l'essai de prise de contrôle d'une partie des populations par l'islam, alors vous êtes islamophobe, vous violez vos principes, etc. Par exemple, le centre, le CCIF, là, le centre, disons, de français contre l'islamophobie, va par exemple déclarer que la loi sur le voile, enfin sur les signes religieux à l'école est une loi islamophobe, va déclarer que la loi sur l'interdiction de cacher le visage dans l'espace public est une loi islamophobe. Et donc, l'action, disons, une des cibles, disons, de ce discours, c'est l'action des pouvoirs publics. Et donc, qui est menée à la fois par en France, par exemple, par le CCF, le collectif là, contre l'islamophobie en France, mais qui est relayé aussi au niveau international par l'action des pays musulmans qui ont une forte influence, par exemple, sur le comité dit des droits de l'homme de l'ONU,
sur lequel on peut se poser quelques questions, vu les États fort peu sensibles aux droits de l'homme, disons, que l'on y trouve, qui va à son tour accuser la France d'islamophobie à cause de tout ce type de loi. On parlait du port du voile. C'est intéressant, c'est bien évidemment un axe majeur dans votre ouvrage. Et vous faites une importante distinction entre un islam spirituel, la prière, le ramadan, qui ne pose pas, selon vous, de problèmes particuliers, et un islam qui est régi par la vie sociale et qui comporte des traits inacceptables pour l'Occident, vous l'avez dit, notamment la liberté de conscience. Il y a quand même toute une école de pensée qui affirme que les deux notions, c'est-à-dire un islam religieux, un islam politique, pour faire plus simple, sont imbriqués, totalement liés. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vision? Alors, c'est bien sûr la vision des islamistes. Mais je dirais même que l'axe central des islamistes, à mon avis, c'est beaucoup plus un axe de conquête du pouvoir qu'un axe vraiment proprement religieux et spirituel. Mais vous avez en même temps beaucoup de musulmans, que ce soit la tradition soufie ou la tradition dite mutazilite, c'est une tradition un peu rationaliste, disons, dans l'islam, qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Et en fait, il y a un moyen quand même d'avoir le cœur net, c'est d'observer à la fois les textes fondateurs et la pratique, disons, des pays musulmans. Dans ce qui est vraiment spirituel, disons, le jeûne, la prière, le pèlerinage, l'aumône et la profession de foi. Dans ces textes spirituels, vous avez à la fois une parfaite égalité entre les hommes et les femmes. Si vous allez dans le Coran, on traite des croyants et des croyantes. C'est le même jeûne, la même prière, la même profession de foi, le même pèlerinage, etc. Elles sont traitées absolument à parité. Et également, vous avez une extrêmement grande homogénéité du monde musulman. Que vous alliez en Indonésie, en Afghanistan, en Iran, en Mauritanie, vous avez le même ramadan, les mêmes règles, la même profession de foi. Par contre, si vous rentrez dans l'aspect social de l'islam, alors c'est dans cet aspect-là que, premièrement, les hommes et les femmes sont absolument pas traités de la même façon. Disons, l'héritage, le témoignage, le mariage, les droits, etc. Et en particulier la tenue, les règles de pudeur, etc. Et puis par ailleurs, vous avez une extraordinaire hétérogénéité du monde musulman. Parce que vous avez dans le monde musulman, depuis des pays comme l'Afghanistan, où on voit des femmes transformées en des sortes de fantômes derrière des grillages, etc., jusqu'à des pays comme le Mali, où, encore il y a quelques années, en tout cas j'y suis allé, quasiment on ne voyait pas de tenue islamique. Enfin, au Mali, il y a quelques années, j'ai vu plus de poitrines découvertes des lavandières du fleuve, au bord du fleuve, que de tenues islamiques. Alors, donc on voit bien que cet aspect social lui-même est extrêmement imbriqué dans des sociétés qui sont différentes, et que cet aspect social, disons, tel que le revendiquent les islamistes, est très lié à ce que c'était les sociétés arabes du temps du prophète, etc. Mais que quand l'islam, disons, se répand, disons, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et du reste, enfin, vous connaissez l'intensité des conflits à l'intérieur du monde musulman sur cette question de la tenue islamique. En Iran, par exemple, il y a des femmes qui vont en prison. Il y a une avocate qui a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir simplement défendu des personnes attachées à ne pas mettre de voile, et on l'a accusée d'incitation à la débauche. Reste le problème du port du voile. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est une simple préconisation religieuse? Dans ce cas-là, elle serait acceptable. Ou alors, est-ce que c'est la marque imposée d'un islam qui régit le corps social, un islam politique, et dans ce cas-là, ça ne serait pas acceptable? C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de très stratégique pour les tenants de l'islamisation. Parce que c'est des choses d'éminemment visibles. Est-ce que les gens mangent halal, pas halal? Ils sont ça chez eux, disons, on ne le voit pas. Et au fond, on ne peut pas marquer une société, on le marque un peu, disons, avec la densité des boutiques halal, si vous voulez, mais pas avec le comportement des gens. Tandis que, au fond, toute personne musulmane, selon qu'elle se plie ou qu'elle ne se plie pas, au diktat, en quelque sorte, de se mettre en tenue stricte islamique, va soit favoriser l'action visant à imposer cette tenue comme devant être la norme à l'ensemble d'une population,
soit au contraire résister à cette population. Or, quand on entend les musulmanes, disons françaises, on voit qu'on a aussi des réactions extrêmement vigoureuses et tout à fait opposées. Depuis les réactions de, par exemple, je pense à Bouria Boutedja, donc porte-parole longtemps des indigènes de la République, qui dit « Moi, j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à l'islam, j'appartiens, etc. Et en tant qu'appartenant, la tenue islamique est le signe de mon appartenance. » Jusqu'à d'autres femmes qui disent « Moi, je ne veux pas appartenir à ma communauté. Moi, je suis une citoyenne libre d'un pays démocratique et j'entends résister à la pression de ma communauté, m'affranchir de la pression de la communauté. » Et donc, selon qu'on favorise, on va d'un sens ou d'un autre, on agit d'un sens ou d'un autre. Et ça a été, je crois, au cœur de la motivation de la loi sur les signes religieux à l'école. Au fond, la loi sur les signes religieux à l'école, beaucoup de membres de la commission Stasi, qui étaient dans le doute au moment de commencer, ont été très convaincus par des écolières qui leur ont dit « Mais la seule manière dont vous pouvez me protéger contre la pression sociale qui vise à m'obliger à me mettre en tenue islamique, ce dont je n'ai aucune envie, c'est que vous l'interdisiez. » Alors dans cet ouvrage, je dis une nouvelle fois passionnant, vous dénoncez l'idéologie postmoderne, un Occident déboussolé, incapable d'entraver la présence d'un islam conquérant sur son sol, mais il existe bel et bien une résistance de ce corps social. Cela se traduit par les discours que l'on voit plus fermes, par des votes de protection, pourrait-on dire, lors des élections, et cela partout en Europe, pour reprendre vos termes, mais pour les contourner, l'intoxication idéologique, elle n'est pas totale, loin de là. Alors, heureusement. Heureusement. Si l'intoxication idéologique était totale, on ne pourrait même pas, disons, écrire ce genre de livre, et on ne trouverait pas, même si un fou l'écrivait, on ne trouverait pas d'éditeur pour l'éditer, ni de médias pour en parler. Non, l'intoxication idéologique, bien sûr, n'est pas totale. Ce qu'on a, disons, on a un monde occidental très clivé sur ce point-là. On le voit encore, disons, à propos des élections européennes. Enfin, même si l'opposition populiste, progressiste n'est pas l'islam n'est pas central dans cette opposition, il joue son rôle là-dedans. Alors, ce qui me frappe actuellement, c'est que le sentiment d'une menace islamique est fort. Et même dans la conférence de presse du président de la République, la dernière conférence de presse, il a été très très net là-dessus. En disant qu'on a vraiment une menace, il a parlé même, si je me souviens son nom, de sécession, de risque de sécession. Alors donc, dans la perception des choses, il y a effectivement un certain appel, une certaine résistance. Mais par contre, dans l'organisation concrète, d'institutions, de règles, etc., pour résister, là, l'Occident a beaucoup plus de mal. Enfin, j'ai été frappé, par exemple, par le contraste entre ce discours-là, ces propos du président de la République que j'évoquais, et le fait que quand le Sénat a simplement parlé d'exiger des mères accompagnant les sorties scolaires qu'elles ne mettent pas de tenue islamique, le gouvernement a dit qu'il allait s'opposer à cette modification venant du Sénat. Donc là, on voit qu'il y a une amorce de résistance, mais qui reste encore très velléitaire. Est-ce que vous avez observé, en qualité de sociologue bien sûr, l'attrait pour un islam autant politique que religieux et qui prospère? Vous le dites dans l'ouvrage, d'autant plus que le christianisme a déserté, lui, le cœur de la vie sociale en Occident et aussi, bien évidemment, en France. Et j'ai lu par ailleurs très belle tribune qui a été très suivie, très lue dans le Figaro au lendemain même de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et dans ce texte, vous dites que cet incendie démontre, au-delà du caractère bouleversant, bien évidemment, de l'incendie, qu'il y a une prise de conscience, un attachement finalement intact des Français à leur identité propre. Cela vient finalement contredire le thème de ce propos qui voudrait que les choses soient déjà écrites. Tout n'est pas écrit. On est peut-être à la croisée des chemins, mais tout n'est pas écrit. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois que les Français là-dessus sont un peu schizophrènes.
C'est d'un côté. C'est peut-être vous aussi. Comme on l'a montré, j'espère, et je crois à être quand même, pour écrire ça, il faut quand même sortir un peu, disons, de cette schizophrénie, je crois. Donc, d'un côté, effectivement, il y a un vrai attachement. Et l'incendie de Notre-Dame l'a montré. Mais il y a en même temps, disons, s'est développé au cours des dernières décennies, dans le monde chrétien, une telle volonté de se dire on est ouvert, on est dans le dialogue, on ne doit pas stigmatiser les autres religions, etc., que du coup on en est arrivé à dire, au fond, on n'apporte rien de spécial. Parce que dire qu'on apporte quelque chose de spécial, ce serait offensant pour les autres, et donc en particulier, on n'apporte rien de spécial par rapport aux musulmans. Alors c'est frappant, si vous voulez, c'est dans le monde catholique, par exemple, la grande opposition entre les catholiques du Moyen-Orient et les catholiques occidentaux. Ce sont les catholiques occidentaux qui sont de ce discours. Les catholiques du Moyen-Orient ne sont pas du tout dans ce discours. Alors ce que j'allais dire, je prêche, si je peux me permettre, puisqu'on est en train de parler de religion, de christianisme, c'est que quand même, sans rentrer du tout dans une attitude d'hostilité systématique aux autres, etc., les chrétiens, et les catholiques en particulier, parce que les évangéliques sont autre chose, recommencent à admettre quand même, ils apportent quelque chose de spécifique, et pour être intéressant, il faut quand même être spécifique, parce que si on apporte rien de spécifique, on n'est pas intéressant. Voilà. Alors, donc, je crois qu'il y a une question, disons, qui nous est posée et à laquelle il faut que nous apportions une réponse. Cette réponse, on la trouvera encore plus précisément dans cet ouvrage important qui est, je veux dire, fait avec beaucoup de calme, avec beaucoup de précision et qui permet de parler de ce sujet-là en apportant des réponses très concrètes, très précises. Et c'est dans ça que je crois qu'il est essentiel. Islamophobie, intoxication idéologique, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci Philippe Diribarne. Merci beaucoup.